Bonjour Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. La journée a dû être longue, mais on va essayer de la finir joyeusement, non? Je crois qu'elle a été plus longue pour vous. Vous rentrez de New York et je rappelle que vous êtes l'ambassadeur des pôles et de l'océan et l'envoyé spécial du président de la République Emmanuel Macron. Vous rentrez de New York comme Christian Estrosi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait, si vous deviez nous faire un débriefing à chaud, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Assemblée générale des Nations Unies? C'est l'Assemblée générale, c'est le moment où les 193 membres des Nations Unies expriment leurs inquiétudes. Rarement des choses positives. Donc, il y a les crises. Bon, étant diplomate, il y a ce qu'on appelle les crises chaudes et puis il y a les crises froides. Jusqu'il n'y a pas longtemps, dans les crises chaudes, il y avait ce qu'on retrouve aujourd'hui, évidemment, la situation très préoccupante à Gaza, au Moyen-Orient, Israël, Liban. Bon, un vrai gros sujet sur lequel, là, il y a eu vraiment des interventions importantes. Et il y a la crise chaude de l'Ukraine et de la Russie. Et ce qui autrefois était une crise froide, c'est-à-dire ce qu'on appelle les enjeux globaux, c'est-à-dire ce dont on parle quand on a parlé de tout le reste, qui est chaud, ces crises froides, c'était paradoxalement le réchauffement climatique. Ce que j'ai vu hier, c'est que la réunion la plus fréquentée en nombre de chefs d'État et de gouvernement dans la plénière des Nations Unies, c'était une autre crise chaude, qui était la situation de l'océan. C'est une première. Et ça nous demande, à nous, ici à Nice ou ailleurs, de nous mobiliser de la même manière. Il y avait donc, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, une résolution qui engage tout un travail sur l'élévation du niveau de la mer. Ça va toucher, c'est très lié, moi étant ambassadeur des pôles et allant souvent en Antarctique ou en Arctique, tout ce qui a été dit est extrêmement juste. La situation est dramatique. On ne peut pas s'en foutre, parce que c'est... Arrêtons de penser à nos enfants. Moi, les enfants, c'est bien, mais enfin, il y a nous d'abord. Nous, non, c'est vrai, les gens disent il faut qu'on laisse à nos enfants. Mais non, d'abord, à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Nous, de notre génération, on va voir disparaître 4 États membres des Nations Unies. Disparaître sous l'eau. Important quand même, hein. Les Maldives, Kiribati, Tuvalu et peut-être un quatrième. Ils vont disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces États, juridiquement, les populations? Oui, bon, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Des capitales déménagent. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, un des plus grands pays au monde, déménage. Chacun ici, je sais que vous avez toujours la bonne idée d'inviter beaucoup de nos amis africains. Ils le savent très bien sur la côte africaine, les dégâts, partout de cette montée des eaux à Saint-Louis, en Côte d'Ivoire, dans toute la façade, mais partout dans le monde. Donc, ce n'est pas une crise froide. Et donc, ce qui était impressionnant, c'est de voir en effet tous les chefs d'État, y compris Biden, de parler de ce sujet de l'élévation du niveau de la mer et de citer toujours, c'est là où il faut vraiment qu'on soit à la hauteur, hein, Nice, 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 tout le temps. Le prochain grand rendez-vous des Nations Unies, avant l'Assemblée générale de 2025, ça sera l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra ici, comme vous le savez. Peut-être avant de revenir sur ce qu'on peut attendre de l'UNOC, on va y revenir peut-être donc de cette conférence des Nations Unies pour l'océan. Lorsqu'on s'était parlé pour le supplément qu'on a publié dans la Tribune dimanche, on m'avait dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est que la recherche sur l'océan est moins financée que la recherche sur l'espace, dans l'espace. Or, le financement a été un fil rouge depuis ce matin, quel que soit le sujet que l'on a abordé, le financement est revenu. Ce que vous dites finalement, c'est que malgré toutes les préoccupations, les alertes qui sont lancées, finalement, on continue à aller regarder pas forcément ce que l'on a auprès de nous. Hein. Si je reprends aussi ce que vous dites, il faut s'occuper de nous d'abord. Oui, les rapports entre les financements consacrés à la recherche spatiale au monde et ceux consacrés à la recherche océanographique sont de 1 à 300, 1 à 400. Pourquoi? Il y a plein de raisons. D'abord, l'espace, ça fait rêver. L'océan, ça fait souvent peur à beaucoup de gens. Vous savez, il y a quand même que 40% des gens qui savent nager. Donc, il y a 60% de gens qui ne savent pas nager. Et donc, on a un rapport à l'océan qui est un peu complexe. L'océan, dans le fond, ne veut pas trop y toucher. C'est là où on peut jeter sa bagnole quand elle est fichue. C'est là où les eaux usées. C'est ce qu'on peut artificialiser. C'est là où on peut pêcher le plus possible. C'est là où on peut faire du transport maritime sans trop de taxes, etc. Donc, l'océan est pas considéré. Il fait peur. Et les recommandations de l'océan sont souvent assez... Et l'océan, il est tout neuf.
L'espace, d'une certaine manière, ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale, mais l'océan, c'est né en 1982. Il a 42 ans. C'est né le jour où les Nations Unies ont créé une convention du droit de la mer qui nous attribuait des zones exclusives économiques. Et là, les États sont intéressés parce qu'ils se sont retrouvés avec, nous, la deuxième plus grande, comme les États-Unis. Donc on a vu tout le profit qu'on avait à découper, en fait, d'avoir cette bordure d'océan. Et puis, l'océan, il a mis, vous avez vu, il a attendu 2022, c'est-à-dire 40 ans après cette loi, pour avoir cette haute mer, donc après le bord de la mer, tout le reste, les 60% de la haute mer dont parlaient Clément Lavigne et Jean-Pierre Gattuso tout à l'heure, et ça date de 2022. Donc c'est un sujet très neuf. La preuve d'ailleurs, c'est que cette conférence des Nations Unies sur l'océan va être la 3e conférence. La même année où à Belém va se tenir la 30e conférence sur le climat, la COP 30. Dans le fond, on est à la peine sur le sujet. Et ce que nous voulons faire ici, évidemment, sans vouloir nous comparer à l'espace, c'est créer ce momentum où, ensemble, des nations, y compris des nations qui ne s'aiment pas toujours, États-Unis, Russie, sont en ce moment encore dans l'espace. Et intéresser aussi des Elon Musk qui s'intéressent beaucoup à l'espace, à l'océan, où il y a des investissements considérables à faire. Et donc, le pari que vous avez fait à la tribune ici avec Christian Estrosi et Jean-Christophe Tortora est excellent. C'est vraiment avoir chaque année ce rendez-vous. Et c'est pas parce qu'il y a l'UNOC qu'il ne faudra pas continuer après. Et donc, vous pourrez revenir sur ces sujets de financement qui sont très importants. Peut-être, donc on va revenir sur l'UNOC effectivement, mais finalement, le discours aujourd'hui, même des scientifiques, est, j'oserais dire, assez positif. En tout cas, on sait qu'on peut encore agir. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut garder ce côté de se dire il ne faut pas baisser les bras et on peut encore, peut-être pas revenir totalement en arrière, hein, ça vous me l'avez bien dit, mais peut-être en tout cas agir, en tout cas continuer à faire en sorte de limiter au maximum et de peut-être inventer de nouvelles choses également. Jacques Rougerie, tout à l'heure, avait un discours très positif sur les jeunes. Ah, les jeunes. Oui, on a compris Mais que c'était il y pas a votre nous truc. d'abord. Il faut arrêter de dire, c'est toujours ce discours, les jeunes et puis les enfants. Ils ont peut-être une vision des choses différentes, innovantes. Oui, mais avant les jeunes, il faut d'abord que les vieux, c'est-à-dire les leaders politiques, se bougent. Hein. Donc les jeunes, oui, bien sûr, mais on ne va pas les charger. D'abord, les jeunes nous expliquent qu'on va leur laisser une planète pourrie. Bon, c'est pas eux qui disent ça, on leur fait dire ça. Eux, ils ont plein de temps. Mais nous, Alors, est-ce que les politiques se bougent assez? Non, non, pas du tout. On a mis près de 20 ans pour négocier ce traité de la haute mer. 20 ans pour ça. Donc un traité sur 60% de la planète. C'est considérable. Hein. Ce traité a été signé, a été en tout cas approuvé en mars 22. Il a été signé par 90 pays. Mais signé, ça ne veut pas dire ratifié. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est du papier, ça. C'est des déclarations de papier. Aujourd'hui, il y a 9 pays qui ont ratifié ce traité depuis 2020. 9 pays sur 193. Voilà, c'est ça, la paresse des États. Et donc, bon, je ne veux pas... Moi, je travaille pour le président de la République et je pense que c'est un vrai leader sur le sujet de l'océan et qu'il a vraiment beaucoup fait avec le One Shore Summit, etc. La France va ratifier à l'automne. Mais il y a encore une énorme paresse. D'abord, il y a des intérêts économiques qui sont bloquants. Il y a des pays qui ne veulent pas s'engager. Il y a des pays pour qui c'est toujours risqué de se dire la haute mer va devenir une aire marine protégée. Il y a encore beaucoup. Et alors pour ça, il faut crier. Il faut pas être trop gentil. Il faut pas crier à la fin de l'océan. C'est pas vrai. Mais il faut leur dire les choses simplement. Pour certains de ces hommes politiques, ils seront encore vivants en 2050. Pas s'ils seront encore au pouvoir, mais en 2050, nous serons 10 milliards. 10 milliards d'habitants, c'est prouvé. On sait aussi que dans ces 10 milliards, 75% de l'humanité vivra à 75% d'une côte. C'est-à-dire la pression anthropique, la pression humaine que nous allons exercer. Pas pour dire, hein, mais toutes les grandes villes artificialisent leur sol, on va sur l'océan, les rejets, l'assainissement, des vrais sujets, etc. De l'autre côté, l'océan, par les effets du changement climatique, du réchauffement thermique, parce que dans l'élévation du niveau de la mer, il n'y a pas que la fonte des glaces, il y a évidemment le réchauffement thermique, la dilatation. En effet, on est à 1,10 m aujourd'hui, la prévision. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 4 ans, succédant à Ségolène Royal, on me parlait de 60 cm en 4 ans. Vous imaginez qu'en 2050, où nous serons sur le sujet de l'élévation de la mer.
Et donc, s'ajoutant au phénomène de tsunami, l'ensemble des phénomènes extrêmes, cette rencontre entre l'homme et l'océan va être dramatique. Elle est dramatique, on la voit bien, hein, y compris les phénomènes d'inondation dans le nord de la France, partout, au Havre, etc. Il faut quand même dire, je ne sais pas, pour essayer de quand même sensibiliser un peu, le bassin d'Arcachon n'existera pas en 2050. Les gens doivent vendre leur maison. Il y a la carte qui existe, elle circule partout. Mais très souvent, les politiques ne veulent pas le reconnaître. Il y aura des morceaux entiers, 2-3 kilomètres de ce bassin d'Arcachon, à certains endroits extrêmement peuplés, qui seront légèrement submergés. Mais enfin, légèrement submergés, c'est submergé. Oui, quand même, ouais. Donc voilà, je pense que quand même, ce que nous voulons faire à Nice, avec votre aide et avec l'aide du président de la République, mais l'ensemble des chefs d'État, on en attend une centaine, c'est quand même de les secouer, hein, pour qu'ils soient là d'abord, et pour qu'ils ne s'occupent pas que du climat, mais vraiment de ce qui est au centre de beaucoup de préoccupations de nos pays. Les accords de Nice seront signés effectivement à l'issue de cette conférence, 10 ans après les accords de Paris. Ça doit avoir quel effet au-delà du papier, de la signature sur papier, comme vous le disiez tout à l'heure? Il faut que ce soit contraignant, parce que la bonne volonté, vous savez, il y a il y a le blablabla, bon c'est une chose, ça c'est, mais il y a le blou-blou-blou. Tout le monde fait du blou-blou-blou, tout le monde explique, sans la mer on peut rien faire, c'est très important, moi-même. Enfin bon, c'est vraiment du blou-blou-blou. Il y a du blou-blou-washing, il y a beaucoup de... Et il faut être très concret, ni trop catastrophiste, ni trop... Donc les accords de Nice, ils doivent être contraignants sur un ensemble de choses. Par exemple, la décarbonation du transport maritime. Et là, je trouve que les industriels sont assez formidables. Je pense au tout le transport maritime, qui depuis 2-3 années, parce qu'ils se rendent bien compte que ce transport maritime est très polluant. Le fuel utilisé est parmi le fuel le plus mauvais au monde. Et que donc il faut trouver l'énergie nouvelle. Et les grandes compagnies de containers, pour ne pas citer CMA CGM, à qui je veux rendre hommage, parce que Rodolphe Sadé et les siens, sa famille, ont une vision, ont vraiment engagé un processus courageux qui va leur coûter de l'argent, d'investissement scientifique, de recherche, pour savoir quel va être le carburant du futur. Là, je suis très optimiste. J'étais avec eux à New York, là, avec le président de la République, tous les grands transporteurs maritimes au monde, hein, c'est-à-dire comme 80% du transport maritime, du commerce, pardon, au monde était là, puisque c'est l'équivalent du transport maritime. Je vois à quel point, y compris avec un organisme des Nations Unies qui s'appelle l'Organisation mondiale internationale, ils travaillent à préparer pour avril, normalement, un accord qui pourra être présenté au grand public à Nice. Cet accord, il est ambitieux, c'est une décarbonation 2030, 2050, zéro carbone, vous voyez, donc ambitieux. Il y a des sujets sur lesquels, vraiment, alors là, pour le coup, il y a des grands lobbies, au bon sens, mais au mauvais sens, par exemple, c'est la pêche. La pêche sur la surpêche, la pêche illégale, illicite, ça sera plus difficile. Mais là aussi, on va essayer de faire travailler. Donc, ces accords de Nice, ils doivent être contraignants. Si c'est juste une déclaration d'amour à l'océan, Victor Hugo a fait mieux, et donc je pense que ce n'est pas la peine de se mobiliser de telle manière. Ce matin, on a fait l'introduction avec Rémi Parmentier, on a parlé de Let's Be Nice to the Ocean. Si on doit se recentrer sur les océans, si on essaye d'être un petit peu en avance sur ce que dira la conférence, quelles seraient les solutions que vous imaginez ou que vous connaissez qui pourraient être mises en avant? Je crois qu'il y a plein de négociations qui sont en cours. C'est là où je suis assez optimiste, hein, sur la haute mer, sur la pêche illégale illicite, sur plein de sujets qui sont importants. Donc il faut que tous ces accords-là soient signés, voilà, ratifiés. Deuxième chose, la science. Il faut permettre aux scientifiques qui sont ici d'avoir des moyens supplémentaires, faire un grand bond, et donc de leur fournir des outils. Je pense à ce qui va être créé, à une organisation intergouvernementale autour d'un jumeau digital de l'océan qui va permettre de mapper toutes les données de l'océan que nous avons, mais les reconstituer, de pouvoir finalement travailler l'océan sans mettre les pieds dans l'eau. L'autre chose, c'est cette plateforme qui s'appelle l'IPOS, l'International Panel on Ocean Sustainability, qui doit être en quelque sorte le rapport annuel de l'océan. On a les rapports du GIEC, certains se consacrent à l'océan, celui de 2019, mais là, il nous faut un rapport annuel. Et donc, c'est cette plateforme qu'on va essayer de créer. Donc, la science, c'est vraiment extrêmement important. Troisièmement, l'économie et la finance. Cette affaire dont nous parlons, c'est une affaire économique. C'est une affaire qui nourrira en 2050, comme je l'ai dit, 10 milliards d'habitants. Mais c'est une affaire aussi qui va coûter très cher. C'est une affaire de disparité climatique.
les petits pays, très présents dans les Nations Unies, nous disent, écoutez, les effets du changement climatique, c'est vous, et nous, on va devoir déménager. Donc le sujet business, finance, est très important. À Monaco, il y aura donc du 6 au 8 juin ce grand forum qui réunira 2000 personnalités. À Nice, sommet, ce congrès consacré à la science du 4 au 6. Et enfin le 7, ce grand moment, jamais, c'est une grande première, après les États qui viennent de se réunir hier aux Nations Unies sur l'élévation de la mer, tous les maires, tous les élus qui sont touchés par cette élévation du niveau de la mer. Normalement, si tout va bien, si on travaille bien, sous la direction de Christian Estrosi, qui présidera cette coalition, ce sont près de 800 millions, voire 1 milliard d'habitants qui sont représentés, des grandes villes chinoises, indiennes, africaines, qui seront là. Et donc, on va, je pense, à un niveau local et opérationnel, au-delà des déclarations, pouvoir voir, comparer les modèles, trouver des modes de financement, etc. Voilà, je pense que ce qui va se passer à Nice, et tout à l'honneur de Nice, parce que c'est vous qui allez l'accueillir, et ce qui se passe ici aussi, ce que vous préparez est important. Je note d'ailleurs que vous avez bien fait de venir au Nice Climate Summit, parce que l'année dernière, il y avait 2 personnalités. Et ces 2 personnalités ont été promues. Voilà. Vous avez raison. Promus par n'importe quoi. Ils sont devenus Premier ministre tous les 2. Barnier, Premier ministre, et le maire d'Abidjan, qui est devenu Premier ministre. Alors, il y en a certainement une ou un, il faudrait que ça soit des femmes maintenant, qui va devenir Premier ministre. Voilà. Peut-être dernière question, l'avenir de l'océan, vous l'imaginez comment, si tout va bien? C'est beaucoup une question de gouvernance, c'est-à-dire vraiment avoir des outils de gouvernance. On les a presque, puisque en gros, maintenant, la question des zones économiques exclusives, bon, il faut que chacun aménage le mieux, le plus durablement son propre espace économique. Mais il y a finalement beaucoup moins de tensions maritimes qu'il y a de tensions terrestres. Il y a beaucoup moins de guerres marines que de guerres aux frontières. Première chose. Maintenant, on a cet accord sur la haute mer, donc 60% de la mer, c'est bien. Mais c'est un peu comme une piscine. Le bord de la piscine, ça va. La piscine, ça va. Mais ce qui ne va pas tout, c'est le fond de la piscine. Le fond de la piscine, il y a vraiment des gens irresponsables qui, alors qu'on sait que c'est un puits de carbone important, qu'on sait très peu ce qu'il y a au fond de cette piscine, cette grande piscine des grands fonds marins, à plus de 10 000 mètres de profondeur parfois, veulent commencer l'exploitation des grands fonds marins. C'est d'autant plus une folie que c'est imbécile. L'industrie, à ce stade, n'a pas besoin de ces composants qui vont servir un jour à alimenter nos batteries de portables. Pour terminer, j'étais, il y a quelques semaines, dans une grande conférence des États du Pacifique, les petites îles dont vraiment certaines poussent des cris d'alerte puisqu'ils disparaîtront. Je suis allé voir un peu en cachette une île qui s'appelle Nauru. C'est un État. Nauru, c'est un État pauvre dans les années 60. Et puis, il y avait du phosphate. Et donc, ils ont décidé, sur ce petit État, où il y a quelques milliers d'habitants, de se lancer dans l'exploitation du phosphate. C'est un champ de ruines maintenant, cette île. Et le pays qui était très riche est devenu très, très, très pauvre. Et puis, entre-temps, ils ont cherché une autre source. Et c'est eux, cette petite île, qui pousse l'idée de l'exploitation des grands fonds marins, avec derrière toutes sortes d'industriels limites, qui les poussent à essayer d'aller chercher les matériaux qui pourront leur permettre d'être riches. Mais on a déjà bien abîmé la planète. Si on commence à s'attaquer au fond des océans, là, pour le coup, il me reste 2 secondes avant les 20, ça sera la cata. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Poivre d'Arvor, pour cette clôture. Et nous, on se retrouve demain pour la poursuite des échanges à partir de 9h demain matin ici. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.